Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Marie-Gwen Carichon. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel entretien Storia Voce. Alors on prête souvent aux Français le monopole du panache, aux combattants français l'art de perdre avec élégance et avec honneur. Tout le monde connaît l'apostrophe de Cambronne à Waterloo. Je la répète, merde, la garde meurt mais ne se rend pas. Le dernier combattant est ici donc le plus courageux et l'échec militaire est alors masqué par le panache. Le grand mythe de la Légion étrangère française, lui, a le nom d'une défaite prestigieuse et mémorable, encore une, Cameron. En 1863, au Mexique, une compagnie de la Légion étrangère, d'environ 60 hommes et 3 officiers, une compagnie envoyée par Napoléon III, se bat héroïquement contre 2000 Mexicains. D'ailleurs, l'expression « faire Cameron » signifie lutter jusqu'au sacrifice de sa vie. Alors des exemples de ces derniers combattants de l'honneur, on en trouve plein dans l'histoire. On évoque surtout l'histoire française, mais ils existent dans l'histoire d'autres nombreux peuples. Ils sont peut-être un peu moins connus. Raconter ces hauts faits de bravoure, c'est l'ambition d'un livre qui a été co-dirigé par Jean Sévilla et Jean-Christophe Buisson, que je reçois aujourd'hui au micro de Storia Voce. Bonjour Jean-Christophe Buisson. Bonjour. Vous êtes journaliste et auteur de livres d'histoire et vous venez donc de diriger avec Jean Sévilla un livre qui interpelle le dernier carré combattant de l'honneur et soldat perdu de l'Antiquité à nos jours. La borne chronologique est ambitieuse, on y reviendra. Donc ce livre est paru aux éditions Perrin en partenariat avec Le Figaro Magazine. Une première question, pourquoi avoir voulu écrire un livre sur ces derniers résistants, le dernier carré ? Je pourrais vous répondre cette phrase de Chateaubriand, l'orgueil de la victoire m'est insupportable, ce qu'il avait dit à son retour d'Amérique et avant d'émigrer en 1792. Non, en fait, c'est pas seulement la passion pour ces combats perdus, pour le panache français que vous évoquiez. En fait, c'est un constat très simple que nous avons établi avec Jean Sévilla. On se connaît depuis très longtemps et on s'est rendu compte qu'on avait écrit beaucoup de livres sur des perdants, mais sans forcément faire exprès. Lui, il a écrit son premier livre, c'était sur Andras Hofer, le chouan du Tyrol, fusillé par les troupes napoléoniennes au Tyrol. Puis il a fait les biographies de Zita et de Charles Ier de Habsbourg, qui sont des grands perdants de l'histoire, si je puis dire. Moi-même, j'ai commencé par une biographie du général Mihailović, sacrifié par les Alliés et fusillé par Tito en 1946. Le général Vlasov, ce soldat de l'armée rouge, passé du côté allemand et lui-même exécuté en 1946 également, et livré sans doute par les Britanniques et les Américains aux Soviétiques. Et donc on s'est dit, en fait, on doit aimer ça. On doit aimer la victoire, la défaite, l'orgueil de la défaite plutôt que l'orgueil de la victoire. Et on s'est attelé à ça en disant, on va demander à des spécialistes de différentes périodes de raconter un petit peu des derniers carrés, en référence à la garde napoléonienne que vous évoquiez tout à l'heure à Waterloo, qui se sont battus jusqu'au sacrifice suprême, pour des raisons parfois très différentes, mais qui forment effectivement l'ossature de ce livre qui a 25 chapitres, mais qui aurait pu en avoir 150. Alors 25 chapitres, certains événements sont connus comme ceux que j'ai évoqués en introduction, mais d'autres beaucoup moins. Comment avez-vous choisi vos sujets ? Mais encore une fois, on a voulu s'attacher à couvrir vraiment à peu près tous les continents, toutes les périodes, Antiquité, Moyen-Âge, époque moderne, époque contemporaine. Et puis après, c'était un petit peu en fonction des auteurs qu'on voulait. On voulait vraiment une variété dans les auteurs, dans les plumes. On voulait des vrais universitaires, des vrais historiens, des journalistes sur l'époque contemporaine. Par exemple, les derniers maquis anticommunistes en Asie du Sud-Est ont duré jusqu'aux années 90 et on avait un journaliste qui avait couvert cet endroit. De la même façon, le livre se termine sur la bataille de Kobané par Patrice Franceschi qui était auprès des Kurdes pendant la bataille de Kobané. On voulait cette variété d'écriture, de style, de connaissances et surtout de gens qui connaissent évidemment très bien leur sujet. Et on voulait
pas seulement des défaites militaires, décidément j'arrête pas de dire victoire à la place de défaite, c'est un lapsus révélateur, parce que je les vois aussi comme une certaine victoire morale parfois, ou spirituelle, donc effectivement montrer cette variété à la fois des batailles militaires, des batailles politiques, des batailles idéologiques, qui généralement se terminent mal, mais qui toutes répondent un petit peu à la même idée, qu'on se bat jusqu'au bout et que finalement sa propre vie est moins importante que la cause qu'on défend. Oui, sur la définition de l'honneur, j'aimerais qu'on revienne sur ce terme. Comment est-ce que vous définissez l'honneur par rapport aux exemples, évidemment, que vous évoquez dans le livre ? C'est très compliqué parce que c'est une notion volatile et puis c'est une question d'interprétation, parce que l'honneur, c'est à la fois de se battre pour sa foi, pour son roi, pour ses idées, pour son système politique qu'on défend. C'est se battre pour une dynastie, c'est se battre pour une cause. C'est pour ça qu'on va trouver aussi bien des chouans que des communards dans ce livre, parce que les deux se battent pour un honneur qui est radicalement différent. On comprend bien, c'est aussi, encore une fois, des gens qui se battent par fanatisme. Les derniers cathares ou les derniers nazis, après le 8 mai 45 qu'évoque Jean Lopez, se battent aussi pour ce qu'ils considèrent comme un honneur, que nous considérons comme une infamie, d'une certaine manière. Donc c'est pour ça que la définition est très volatile. Donc on s'est plus intéressé à ces gens qui allaient jusqu'au bout, avec brandissant un fanion, un drapeau qui est ce qu'il est, qui est contestable du point de vue évidemment du vainqueur. Et après c'est une question effectivement d'interprétation, parce qu'il y a des combats qui sont apparus plus tard comme des exemples de courage. Par exemple, le premier chapitre est consacré aux Thermopyles. Thermopyles, on dit, ce sont des Grecs les Spartiates qui sont sacrifiés, ils étaient plus que 300, sont battus contre des milliers de Perses, c'est beau pour sauver le monde grec. Oui, mais en fait, ils se battaient pas pour se sacrifier, ils ont pas fait un sacrifice volontaire. Au départ, ils se battaient pour gagner, pour remporter la victoire, pour repousser les Perses, et ils n'ont perdu que parce qu'ils ont été abandonnés par d'autres Grecs pendant la bataille, les Lacédémoniens, pour ne pas les citer. Donc ils se sont sacrifiés à un moment donné, ils ont voulu rester, tenir jusqu'au bout. Mais c'est pas la même chose que ceux qui vont, par exemple, encore une fois, les derniers cathares, ils se suicident, ou Masada, les zélotes juifs à Masada, ils se suicident collectivement, et dès le début, ils savent que la cause est perdue, ils ne veulent pas se rendre, ils veulent pas abandonner soit leur foi, soit leur combat. Donc c'est pas du tout les mêmes mécanismes. C'est pour ça que la notion d'honneur, encore une fois, est très, très difficile à définir de façon absolue. Oui, alors, ce que vous expliquez, c'est qu'ils peuvent être les derniers combattants, mais vraiment, vivement espérer encore la victoire. Oui et non, parce que certains savent que c'est fichu, et que là, par exemple, ceux qui se battent pour l'Algérie française en 62, ils savent très bien que c'est terminé. Il y a eu un processus, il y a eu les accords d'Évian qui ont été signés, l'indépendance s'approche, mais entre mars et juillet 62, et je pense qu'on va beaucoup en parler cette année, puisque c'est le 60e, on voit bien que les gens qui se lancent dans le terrorisme, dans l'OAS, ils savent très bien qu'ils vont pas reconquérir l'Algérie, qu'ils vont pas instaurer. Donc il y a un côté fuite en avant, de desperados qui est réel. Donc encore une fois, il y a vraiment une variété dans ces combats-là qui empêche de donner une unicité en tout cas à cette définition. Alors dans votre introduction, vous évoquez 4 événements, 4 luttes du dernier carré. Et dans 2 de ces exemples, vous évoquez la cavalerie. Est-ce que la cavalerie a vocation et prédisposée à se battre, à lutter dans le dernier carré ? Ben oui, mais la cavalerie, c'est une catégorie qui a un petit peu disparu, qui a été transformée par les blindés de nos jours, et qui existait sous forme d'éléphants d'ailleurs sous l'Antiquité. Donc c'est vrai qu'il y a une sorte d'aristocratie dans la cavalerie, et que souvent les cavaliers sont appelés à la fois être les premiers à charger et les derniers à combattre. Mais la cavalerie aujourd'hui paraît désuète, donc c'est vrai qu'en soi c'est une sorte de dernier carré. Les charges de Saumur en 1940 contre les blindés allemands sont restées évidemment un témoignage de cet esprit de sacrifice presque suicidaire et à la fois magnifique, mais qui correspond à l'évolution aussi du combattant, parce que jusqu'au XVIIIe siècle, combat, il n'y a pas de conscription dans les armées, donc ceux qui combattent sont les aristocrates, sont les chevaliers. Il y a une espèce de
de déterminisme dans le combattant. C'est après, avec les guerres révolutionnaires, qu'on va assister au développement du combattant jusqu'à la Première Guerre mondiale, qui va être évidemment une sorte de sommet des troupes de masse. Et d'ailleurs, dans la conception de l'honneur du combattant, on voit bien que jusqu'en 1914, on isole, on individualise alors encore une fois, les chevaliers au Moyen-Âge, et même au XIXe siècle, des grandes figures, au XVIIIe siècle, et même dans la littérature. Et à partir de 14-18, c'est les poilus, c'est les combattants de la liberté, c'est les résistants. Donc on voit bien, il y a une collectivisation du combat qui fait que se battre pour l'honneur, ça devient vraiment des individus ou des carrés en nombre assez restreint, parce que tout ça est massifié quand vous avez un bombardement avec 200 ou 300 morts par un seul obus. Évidemment, il est difficile de distinguer des épopées héroïques, puisque l'héroïsme est plutôt quelque chose d'individuel, même si ça peut être un élan collectif à un moment donné. On n'en voit pas 1 million. Ou alors si on le fait comme à Stalingrad avec un pistolet sur la tempe, on envoie les soldats se faire tuer comme le faisait l'armée rouge, mais on n'envoie pas 1 million d'hommes se sacrifier. En revanche, on envoie une escouade ou des cavaliers, pour revenir à votre question, plus facilement, parce qu'il y a une sorte d'aristocratie dans cette arme. Pour revenir à mon introduction, avant qu'on parle des chapitres que vous avez écrits, on parle souvent du Français qui aime perdre avec panache, qui est prêt à se battre jusqu'au bout. Est-ce que c'est un cliché ? Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition ? C'est à la fois un cliché, mais comme souvent les clichés, ils s'appuient sur des réalités historiques. Effectivement, les Anglais n'ont pas été les derniers à admirer cela chez les Français, c'est-à-dire cette envie de se battre pour une cause qu'ils savent plutôt perdue, mais parce que l'honneur est important. C'était énormément amplifié évidemment par la littérature. Par la littérature aussi, mais par exemple quand vous lisez le Cid, c'est une pièce qui reprend un événement qui se passe en Espagne, mais c'est un Français, c'est Corneille qui l'écrit, et les Français s'identifient à ce personnage qui est l'essence du combat, de l'aristocratie, encore une fois, combattante. Donc, encore une fois, les exemples comme Cameron, qu'on cite en introduction, ou les cavaliers de Saumur en 1940, correspondent à des faits réels qui ont marqué effectivement l'histoire militaire, pour le coup plutôt militaire française. Donc, cliché oui, mais réalité. Vous êtes l'auteur de 2 chapitres, donc 2 chapitres de ce livre que vous avez co-dirigé. Donc je répète, il y a énormément d'historiens, de journalistes qui ont apporté leur contribution, ce qui permet vraiment de découvrir différentes pages de l'histoire du monde. Et le premier chapitre que vous signez traite de la Commune. Et au sujet de la Commune, vous parlez de traumatisme national. Qu'est-ce qui se passe, en quelques mots, à cette période-là, à Paris ? Je parle de traumatisme national parce que c'est une guerre civile, en fait, la Commune. À bas bruit, si je puis dire, parce qu'elle a fait plusieurs milliers de victimes en l'espace de quelques semaines, ce qui n'est pas rien. Ça aurait pu être vraiment, vraiment pire. Mais ça cristallise quelque chose qui va s'amplifier avec le temps, qui est, pour ainsi dire, la fin d'un monde et l'avènement on est entre les deux mondes dont parlait Gramsci. Il y a le crépuscule de l'un et l'aube de l'autre. Le crépuscule de l'un, c'est évidemment l'ancien régime qui a encore des secousses, et sa dernière secousse étant été ce second empire de 1852 à 1870, qui vient de s'effondrer au début septembre 1870 avec la défaite contre les Prussiens. Et dans l'interstice, on sait qu'il n'y aura plus d'empire. On hésite à une restauration de la monarchie et on tend plutôt vers une république. D'ailleurs, la république est proclamée. Mais quelle république ? De quelle république s'agira-t-il ? D'une république sociale, d'une république très sociale, voire socialiste, voire communiste, ou d'une république modérée, voire conservatrice. Et donc tout ce qui se passe entre la chute du Second Empire et puis l'été 1871, c'est cette hésitation de ce nouveau système. On a décidé qu'on proclamait la République.
Mais le peuple français est encore très paysan, très conservateur. Et d'ailleurs, les premières élections montrent que la guerre est en train de se termine en janvier 1971, et maintenant on aspire à la paix. Et la paix, c'est pas ce que promettent les plus avancés des républicains, les blanquistes, les fourriéristes, qui disent maintenant il faut aller plus loin, il faut retrouver l'âme de cette révolution française dont on se réclame, l'âme de la commune, mêlée, comme en 1792, à un vrai patriotisme. C'est ça qui est intéressant dans la commune, c'est-à-dire que comment débute la commune ? Elle débute lorsque Thiers, qui est le président du gouvernement provisoire, la paix a été signée avec les Prussiens en janvier 1871. Thiers a peur qu'il y ait une révolution à Paris qui ne s'est pas rendue aux Prussiens. Les Prussiens entourent Paris mais ne sont pas entrés dans Paris. Et veut récupérer les canons qui se trouvent à Montmartre, que la population parisienne d'ailleurs a payé par des cotisations pour se défendre contre les Prussiens. La paix a été faite, mais les Parisiens ont peur que Thiers récupère les canons et fragilise Paris au cas où les Prussiens reprennent la guerre, ce qu'ils n'ont absolument pas l'intention de faire. Thiers donc envoie la troupe récupérer ses canons, et les communards, enfin les Parisiens disent mais non, on veut garder les canons pour se défendre, non pas contre Thiers, non pas contre la République conservatrice qui est en train de se mettre en place, mais au cas où les Allemands reprennent le conflit. Et la commune débute à ce moment-là. Les Parisiens refusent de donner les canons et font sécession et commencent effectivement à rejouer à la Révolution de 1789 ou plutôt 1793, un comité de salut public, une commune. Des massacres, des pillages. Oui, c'est très violent. Des meurtres de prêtres, de bourgeois, d'aristocrates. On joue vraiment à la Révolution. D'ailleurs, on verra bien plus tard qu'à la fois Marx et puis Lénine se référeront beaucoup à ces semaines-là qui vont de mars à fin mai 1871, avec effectivement une expérience sociale réelle, mais très vite une sorte d'anarchie, de chaos. Et quand la République veut reprendre possession de Paris, et donc envoie des milliers de soldats reconquérir Paris, reprendre Paris et sortir de ce chaos, eh bien c'est une vraie guerre civile qui commence avec des exactions des deux côtés, des massacres des deux côtés, des exécutions sommaires des deux côtés, et voilà une esquisse de guerre civile physique. Et qui aura beaucoup de traces dans la classe politique française jusqu'à aujourd'hui. L'année dernière, lorsqu'on a voulu plus ou moins célébrer la commune, on a eu des disputes dantesques pour savoir s'il fallait se revendiquer de la commune, si on pouvait se revendiquer de la commune sans pour autant cautionner les massacres, notamment contre les prêtres, contre l'archevêque de Paris, le Louvre qui a failli brûler quand même, le ministère des Finances qui a brûlé, le musée de la Légion d'honneur qui a brûlé. Est-ce qu'on peut revendiquer cette mémoire-là sans donner l'impression d'être complice de ces exactions et a fortiori dire que la commune est le chaos sans passer pour un massacreur de civils. C'est toujours la confusion entre mémoire et histoire. C'est passionnant, mais lorsqu'on fait quelque chose de purement historique, eh bien, on constate qu'effectivement, c'est pour ça que j'ai voulu traiter les communards dans ce livre, que chez les communards, chez les derniers communards, lors de la semaine sanglante, donc du 21 au 28 mai 1871, eh bien, il y a un sentiment que c'est fini, que c'est perdu, que les troupes de Thiers vont reprendre Paris, mais qu'on ne se rend pas, qu'on ne rend pas les armes, qu'on va se battre jusqu'au bout pour une cause, une idéologie qui est tout à fait contestable, mais qui est, de leur point de vue, considérée comme la seule qui vaille. On allait tellement loin dans la proclamation de certaines choses qu'on ne peut pas se rendre, qu'on ne peut pas être prisonnier. Et d'ailleurs, si on est fait prisonnier, on va être exécuté. Donc, allons-y, combattons jusqu'au bout. Oui, tous pensent aux mots de Jules Vallès dans Le Cri du Peuple, que l'armée de Versailles sache bien que Paris est décidé à tout, plutôt que de se rendre. C'est vraiment leur apostrophe, comme celle de Cambronne à Waterloo. Oui, c'est exactement. La même chose. Oui, c'est exactement la même mécanique. Et puis, pour revenir à l'idée de panache, c'est le panache français aussi, parce que c'est quelque chose qui va perdurer, la mémoire de la commune. J'en parle pas dans ce chapitre, mais il y a un personnage absolument extraordinaire qui s'appelle Adrien le Jeune, qui fait partie des derniers communards, qui échappe de justesse, qui passe à travers les gouttes au cimetière du Père-Lachaise où se passent les derniers combats, qui s'exile, qui a à l'époque une vingtaine d'années, donc qui est vraiment sur les dernières barricades, et qui ensuite va rejoindre les différentes mouvances socialistes du mouvement ouvrier français après l'amnistie dans les années 1880,
Après la Première Guerre mondiale, il va naturellement entrer au Parti communiste français. Il commence déjà à être âgé. Et puis, dans les années 20, il va décider de partir, de s'installer en Union soviétique, en allant au bout de sa logique. Et puis, en 1936, au moment de la guerre d'Espagne, il va vendre tous ses biens, il n'en a pas beaucoup, puisqu'il est en Union soviétique, au profit des antifranquistes. Et en 1941, il a plus de 85 ans, lorsque l'armée rouge doit combattre les nazis la Wehrmacht qui vient d'envahir l'Union soviétique, il va faire un appel envoyé à tous les soldats de l'armée rouge en disant « Moi aussi, comme vous, j'ai combattu le fascisme », avec un énorme anachronisme, bien entendu. J'étais sur les barricades en 1871, c'est-à-dire 70 ans plus tôt, pour combattre ce qu'ils considèrent comme le fascisme, etc. Et pour galvaniser, évidemment, les soldats de l'armée rouge qui allaient faire face aux Allemands. Et il est mort, je crois, 1 ou 2 ans plus tard, et son corps a été rapatrié en France en 1971. Il y a eu une immense cérémonie à Montreuil, je crois, et puis ensuite il a été enterré au Père-Lachaise vers le mur des Fédérés, évidemment. Mais voilà, ça donnait des exemples, considérés comme des exemples de combats plus tard. Et encore une fois, la Commune est un élément majeur dans la réflexion de Lénine pour la prise de pouvoir en 1917 à Pétrograd. C'est réussir ce que n'a pas réussi la Commune à travers un combat dans une ville, dans la capitale, en l'occurrence Pétrograd. Lui réussira, mais en tenant compte de ce qui avait échoué en 1871 à la Commune, où beaucoup de figures de la Deuxième Internationale. Marx a beaucoup écrit sur la Commune, ce qui s'est passé, pourquoi ça a échoué. Donc c'était vraiment l'antichambre, le laboratoire de la Révolution de 1917. Vous dites dans ce chapitre que les derniers communards, je vous cite, sont des bêtes traquées et se comportent comme telles. C'est l'instinct de survie qui pousse à lutter dans le dernier carré au moment de la Commune. Ah oui, à la fin, il y a l'instinct de survie, et puis encore une fois, il y a le panache presque aristocratique. On parle de la Commune pourtant, mais il y a cette idée-là, et cet instinct de survie mais qui n'est pas isolé dans le livre lorsqu'on parle de Trébizonde, qui est cette petite ville sur les bords de la mer Noire qui a survécu 10 ans à la chute de l'Empire byzantin en 1453, c'est aussi l'instinct de survie, c'est le même raisonnement, c'est que les Ottomans vont nous envahir, mais on se bat jusqu'au bout parce que de toute façon on va mourir, donc on meurt les armes à la main plutôt que de se rendre. Donc encore une fois, ce que font les communards, les derniers communards à Belleville, à Ménilmontant ou au Père-Lachaise, c'est survivre, mais on ne se suicide pas, on ne meurt pas fusillé, on meurt les armes à la main après avoir tué un adversaire, en sachant que ça sera soi-même, on va mourir, mais on va mourir d'une balle et demie. Donc oui, c'est de la survie en même temps, de la survie très éphémère. Alors en lisant votre 10e chapitre, j'ai vraiment découvert un pan de l'histoire très émouvant. Votre chapitre est sur les frères de la forêt. Alors c'est l'histoire de l'annexion de la Lituanie et les derniers résistants face à cet envahisseur, mais qui refusent également de rejoindre les forces allemandes. Enfin, vous expliquez bien la complexité de l'époque qui n'était pas, voilà, les forces n'étaient pas séparées en 2 camps. Le pays est donc malmené par les diverses invasions et il y a des résistants qui décident de se cacher dans la forêt. Alors pourquoi rejoignent-ils la forêt pour résister à l'envahisseur ? Alors c'est quelque chose... Alors d'abord il y a une espèce de logique topographique, c'est que la Lituanie, comme beaucoup de pays de l'Europe orientale, c'est un pays de forêt, de bois. D'ailleurs, la Lituanie est un des derniers pays d'Europe à être christianisé, parce qu'il y a encore des croyances païennes très fortes liées à la forêt, liées à la nature. Aujourd'hui encore, d'ailleurs. Et en 1940, en fait, après la Première Guerre mondiale, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, donc les 3 pays baltes, étaient devenus indépendants après s'être débarrassés à la fois des Allemands et surtout des Russes, voire des Polonais pour la Lituanie, avaient ces 3 républiques baltes indépendantes. Et lors de l'accord germano-soviétique, le traité de non-agression germano-soviétique de août 1939, il est prévu que l'Union soviétique récupérera la moitié de la Pologne et ses républiques baltes. Donc en 1940, l'Union soviétique envahit les républiques baltes, les occupe, les accapare, et immédiatement il y a une résistance se crée, et un peu, encore une fois, comme la plupart de ces pays-là, lorsqu'on entre en résistance dans ces pays-là, généralement les villes sont tenues par l'envahisseur, et c'est dans les campagnes, en l'occurrence dans les forêts, que les
que la résistance se crée. Donc on dit qu'on va dans la forêt. Et les premiers résistants à l'armée rouge en 1940, on parle de 1940, on les appelle les frères de la forêt. En Estonie, ça commence en Estonie, mais ça va être valable pour les 3 républiques baltes. On va garder cette expression des frères de la forêt. Et donc, résistance contre l'Union soviétique, qui a le double défaut d'être des Russes et des communistes, ce qui déplaît beaucoup aux pays baltes qui ont eu des régimes autoritaires militaires dans les années 20-30, plutôt très à droite. Et puis 1941, les Allemands, à leur tour, envahissent cette région en brisant le pacte germano-soviétique. Et donc la résistance se fait désormais, pour certains, contre les Allemands, et pour d'autres, dire les Allemands vont nous aider à nous débarrasser des bolcheviks. Donc on résiste un peu moins. On fait un espèce de gouvernement, mais finalement les Allemands intègrent aussi les 3 pays baltes à leur régime. La résistance se fait plus ou moins, puisqu'un certain nombre de Lituaniens combattent avec les Allemands contre les bolcheviks, puis d'autres résistent aux Allemands, donc c'était un peu confus. Et puis en 1944, tout ça se règle très facilement, les Allemands disparaissent de la région, sont chassés, l'armée rouge réenvahit la Lituanie en 1944, et à nouveau impose à la Lituanie une incorporation à l'Union soviétique. Et là, à nouveau, certains entrent en résistance, donc retournent dans la forêt pour combattre l'Union soviétique en se disant le nouveau danger, il n'est plus allemand, il est soviétique, et d'ailleurs l'Occident va venir nous aider puisqu'eux aussi vont être menacés par le bolchevisme. Et donc 1944 débute cette résistance qui est très peu connue en Occident, mais très très connu en Lituanie. Il y a même un musée à la gloire de ce mouvement des frères de la forêt, qui sont plusieurs dizaines de milliers dès le début à prendre les armes contre le nouvel envahisseur, avec certains succès dans les années 44-45 parce que l'armée rouge a continué jusqu'à Berlin, donc ils sont un peu occupés par autre chose que combattre les paysans lituaniens qui ne veulent pas d'eux. Donc ce conflit jusqu'en 1945 est vraiment un conflit presque à armes égales. Ils ont une petite armée, ils ont de l'artillerie, ils ont plus de 50 000 hommes en armes, c'est résistant. Et puis après la fin de la Seconde Guerre mondiale, là l'Union soviétique va vraiment s'occuper de leur cas. Ils sont obligés de quitter les grandes villes et vraiment de s'installer dans la forêt et de faire des opérations de guérilla qui vont durer plusieurs années contre l'armée rouge, avec toujours cet espoir. Eux, c'est pas un combat désespéré, ils sont persuadés qu'ils vont avoir le soutien de l'Occident, des Français, des Américains, qui vont venir les aider pour combattre leur ennemi commun, qui est maintenant Staline et l'Union soviétique. Ils ne savent pas évidemment qu'il y a eu les accords de Yalta, qu'il y a eu ce partage de l'Europe, et qu'ils sont livrés à leur sort et qu'ils sont appelés à se débrouiller tout seuls pour combattre l'occupant russe et communiste. Alors c'est le patriotisme, c'est le goût de la liberté qui les pousse comme ça à créer une vraie société parallèle, d'après ce que vous décrivez dans votre chapitre. Oui, c'est une vraie société parallèle. Il y a toute une organisation qui se met en place, y compris une organisation politique. Il y a des journaux. La plupart des paysans soutiennent ce combat parce que la répression soviétique est très forte. Il faut se rendre compte qu'il y a à peu près entre 250 000 et 500 000 Lituaniens qui sont déportés à cette période, après 1944, en Sibérie notamment et au Kazakhstan, parce que on se dit que pour couper le lien entre la population qui est globalement favorable à ce système d'ancien régime, c'est-à-dire que quand l'Union soviétique envahit ces régions-là, elle impose tout de suite collectivisation des terres, tout un système économique qui brise complètement les sociétés traditionnelles, qui brise la foi religieuse de ces gens-là, leur attachement à leur commune, à leurs prêtres, c'est un petit peu comme les Chouans en France en 1792-93. Donc cette résistance se fait à la fois au nom du patriotisme, parce qu'ils sont lituaniens, ils sont pas russes, donc c'est quand même l'armée rouge arrive, le commandement est russe. Vous avez des Ukrainiens, des Lettons, des Biélorusses, des Kazakhs, ça les intéresse pas. Donc il y a le patriotisme, il y a encore une fois la défense de leur foi religieuse et puis de leur tradition, de leur terre. Et ils refusent d'entrer dans ce système collectiviste où avoir 2 cochons et 3 arpents de terre vous fait traiter de koulak et vous envoie. Donc pour combattre ça, il y aura des villages entiers qui vont être brûlés, et puis on va casser la population. Dès qu'on soupçonne quelqu'un d'appartenir à la résistance, eh bien on déporte sa famille, on déporte des villages entiers. Je vous dis, entre 250 et 500 000 Lituaniens sur une population de 3-4 millions d'habitants, c'est quand même gigantesque. Et on va traquer, là comme les communards, comme des bêtes, ces frères de la forêt qui vivent sous terre,
qui installent des galeries, qui installent des véritables bunkers souterrains et qui interviennent de temps en temps et qui traquent même à leur tour le NKVD, les troupes du NKVD, les troupes du MVD soviétique, qui est obligé de mobiliser près de 100 000 hommes, sont mobilisés rien que pour traquer ces frères de la forêt qui sont... la topographie n'est pas idéale pour une résistance parce qu'il y a très peu de montagnes en Lituanie, mais quand même il y a ces forêts qu'ils maîtrisent parfaitement. Et ils vont causer beaucoup de pertes. Plusieurs milliers d'hommes de l'armée rouge vont être tués lors de ces combats qui durent vraiment jusqu'en 1952. Oui, c'est un dernier carré qui dure longtemps. Qui dure très longtemps. Le Ramanoskas, donc, est le grand chef, le dernier grand chef de cette résistance, Adolfas Ramanoskas, va être fait prisonnier en 1952. Žemaitijs, qui est son prédécesseur en 1951, après avoir été blessé et resté 18 mois terré sous terre, enterré plutôt avec sa blessure. Et le grand chef, donc qu'on appelait le Faucon, puisqu'ils prenaient tous des pseudonymes liés à la forêt, encore une fois, à la nature. 1952, Ramanoskas va être fait prisonnier, exécuté, sa femme envoyée au goulag. Et là, c'est un peu la fin de ce mouvement de résistance, mais c'est pas la fin totale, puisqu'il y a le dernier carré du dernier carré, c'est-à-dire qu'un autre de ses compagnons de guerre va être, lui, fait prisonnier en 1965 seulement, va être capturé en 1965. Et il y en a même un qui s'appelle Giga, qui va mourir libre, sous la forêt, encore une fois, en 1986. Vous vous rendez compte ? De maladie. De maladie, absolument, de maladie. 1986, au moment où Gorbatchev arrive au pouvoir, il ne s'est jamais rendu, il n'a jamais été fait prisonnier, et on apprend sa mort en 1986. Et parmi eux, certains, l'un d'entre eux va être le premier président du Parlement, même de la Lituanie, en 1990-91, après la chute de l'Union soviétique. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très important dans la mémoire nationale lituanienne et qui est très peu connu. Et encore une fois, qui incarne vraiment le dernier carré, parce que ils comprennent quand même assez vite que l'Occident ne viendra pas à leur secours, qu'ils devront se débrouiller tout seuls, et que face à eux, ils ont un système d'occupation, de délation, de dénonciation, contre lequel il est très difficile de s'opposer. Et quand même, ils vont continuer, encore une fois, jusqu'à les années 60 pour certains. Alors on a l'impression qu'on ne parle que de défaites, mais c'est pas totalement vrai, puisqu'il y a un chapitre qui parle d'une victoire de votre livre 1, enfin d'une victoire réelle, mais après on pourra reparler de la notion de victoire, et c'est la victoire kurde sur les islamistes. Oui, c'est Kobané. Oui, on s'est dit il fallait quand même finir, parce que, encore une fois, c'est pas un livre qui a pour vocation de glorifier la défaite, de trouver que la défaite c'est toujours formidable. Non, c'est pas formidable la défaite. Elle peut être formidable, y compris dans son récit. Et Kobané, effectivement, on l'a choisi parce que c'est une bataille qui aurait dû être une défaite. Puisque les Kurdes, et notamment les femmes kurdes qui ont combattu à Kobané, étaient livrées à eux-mêmes pendant des mois. C'est un petit Stalingrad, la bataille de Kobané en 2013, puisque l'Occident n'intervenait pas et qu'ils se battaient à 1 contre 10 avec des islamistes qui étaient à l'époque à l'apogée de leur puissance, puisqu'ils venaient de capturer Mossoul et notamment les tanks de l'armée irakienne, et ils fondaient sur cette ville à la frontière entre la Syrie et la Turquie, et que toute la population avait été évacuée, il ne restait plus que des soldats et beaucoup de femmes, et qu'ils se battaient au corps à corps dans les rues de Kobané qui ressemblaient à Stalingrad, avec des attentats suicides, avec palier par palier, maison par maison. Et puis à un moment donné, au bout de, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, mais de 4 mois de siège, les Alliés ont enfin décidé de leur venir en aide et de bombarder les positions islamistes. Et ça a été le basculement dans la guerre contre l'État islamique. Donc c'est vraiment mais peut-on parler réellement de victoire ? Parce que oui, victoire militaire, puisque Kobané n'est pas tombé et que les islamistes ont été repoussés. Mais quelques années plus tard,
eh bien, l'Occident a à nouveau abandonné les Kurdes au profit d'Erdogan, du président turc, et qu'aujourd'hui, Kobané est à nouveau sous la menace, non pas des islamistes de Daesh, mais sous la menace turque. Donc cette victoire est d'une certaine manière une victoire à la Pyrrhus. Et à propos de Pyrrhus, revenons plutôt non pas à Rome, mais à la Grèce, puisque Patrice Franceschi termine ce livre. Il ne savait pas que le livre commençait par le chapitre sur les Thermopyles. Et lui-même termine son chapitre en expliquant qu'aujourd'hui, il y a une grande statue au centre-ville de Kobané. Et lorsque les gens voient cette statue, ils se demandent de qui il s'agit, quelle est la personne qui est ainsi mise en valeur. Et c'est Léonidas. C'est-à-dire le Spartiate des Thermopyles. Donc ça nous permettait, on commence par les Thermopyles et on finit par les Thermopyles. Et les habitants de Kobané, les Kurdes de Kobané disent, oui, Léonidas, on a fait comme lui. Léonidas défendait les Grecs contre la barbarie, mais nous, on a défendu aussi le monde civilisé contre la barbarie en se battant contre les islamistes. Donc ça permettait de faire de boucler une boucle qui n'était pas une boucle au départ, qui est devenue une boucle grâce à cette histoire. Puis en vous écoutant parler, on se rend compte que dans cette lutte du dernier carré, il y a toujours un peu l'espoir du renfort qui arrive. Hein. Ce que vous disiez, c'est que on n'est pas face à un sacrifice, systématiquement face à une volonté de se sacrifier pour une grande cause, mais il y a aussi vraiment une volonté de victoire. Bien sûr. Par exemple, les Indiens du roi de France, c'est une histoire très, très peu connue que raconte Mathieu Bocoté aussi. À la fin de la guerre de 7 ans, un certain nombre des guerres des 7 ans qui a fait partir la France de cette région du Canada, du Québec, les Indiens, eux, ils étaient ravis d'être sous l'autorité du roi de France, parce que c'était pas qu'une exploitation de leur richesse qui existait avec les Français. Et donc, lorsque les Anglais ont pris la place des Français, eh bien les Indiens, menés par un chef qui s'appelle Pontiac, ont dit non, nous on veut pas de l'autorité anglaise, on refuse ce traité, ce traité de Paris. Et on se bat contre les Anglais et on est persuadé que les Français vont nous entendre, vont venir à notre secours pour nous libérer de l'occupation anglaise. Et les Français ne viendront jamais, ils ont signé ce traité, ils ont quitté la région. Et donc pendant 3 ans, ces Indiens vont se battre en uniforme de l'armée française contre les Anglais avec l'espoir que les Français viendront à leur secours. De la même manière, en Asie du Sud-Est que j'évoquais tout à l'heure, les guérillas anticommunistes, aussi bien Hmong que Khmer ou même chinoises, espéraient toujours le secours, notamment des Américains, voire des Français, qui n'ont pas eu pour la plupart, mais il y avait cette idée que forcément on allait leur venir en aide, ce qui n'arrivait pas. Donc, comme vous le dites, c'est pas forcément combattre pour soi que pour soi. Parfois, on combat en se disant, mais le combat qu'on mène, ou les Frères de la Forêt, c'est au nom de la liberté, au nom de valeurs universelles. Donc, tous ceux qui partagent nos convictions, vont venir nous venir en aide. Et puis, la diplomatie, la politique est un petit peu plus complexe que ça. Oui, ça, on s'en rend bien compte lors de la guerre des Cristeros, donc au Mexique, de 1926 à 1929. Là, c'est une guerre pour la foi, et puis on retrouve ce motif de lutter pour sa foi chez les cathares, mais alors c'est dans un tout autre domaine. Pour vous, cette foi, cette religion, elle porte au sacrifice plus facilement qu'un autre idéal? Oui, parce que dans la foi, il y a une notion d'absolu. Et on a absolument raison. Lorsqu'on se bat pour les Cristeros, en l'occurrence, la constitution anticléricale qui était imposée par le gouvernement mexicain allait à l'encontre de 95% des convictions de la population. Et donc, ils étaient persuadés qu'ils étaient dans leur bon droit. Parce que leur bon droit n'est pas qu'un droit terrestre, mais un droit spirituel qui avait créé ce qu'ils étaient devenus, c'est-à-dire l'idée de transmission, l'idée d'être les héritiers d'une histoire dont on n'est pas à l'origine. Et ils n'avaient pas compris qu'en face d'eux, ils avaient un gouvernement qui d'ailleurs franc-maçon, donc qui considérait que la foi c'était des vieilleries qu'il fallait évacuer et qui avait un petit peu le même raisonnement que pouvaient avoir les communistes en Europe. Et donc il y a une espèce de bon sens chez ces gens-là qui peuvent pas
ce sont deux logiques qui ne peuvent pas se concilier, parce qu'elles sont inconciliables ou irréconciliables. Mais effectivement, chez les Cathares, c'est encore autre chose, que les Cathares, on va quand même dans une notion de fanatisme réel. Mais les Camisards, par exemple, au début du XVIIIe siècle, qui sont des protestants, eux considèrent effectivement, demandent des choses qui sont concrètes, qui sont presque politiques, donc qui ne relèvent pas du religieux pur et dur. Ils demandent juste de pouvoir pratiquer leur foi avec une forme de liberté de conscience qui a été vaguement promise par le roi après la mort de Louis XIV. Il y a quand même une sorte d'assouplissement possible. Donc, mais effectivement, toutes les foi véhiculent cette notion d'absolu qui fait que lorsqu'on est convaincu et qu'on est habité par cette foi, elle est supérieure peut-être à la politique, par rapport à la politique ou à la guerre ou à la paix, parce qu'on considère qu'on est en mission quasi divine. Donc elle peut prêter effectivement, mais au même titre que les idéologies les plus extrêmes, c'est toujours pareil. Vous pouvez avoir des systèmes politiques qui, bien compris, permettent quand même une gestion pacifique et apaisée des hommes. Et puis elle peut être déviée vers des conceptions. Je pense que la religion, c'est la même chose. Donc les derniers nazis sont pas moins fanatiques que les derniers cathares de cette manière. Donc, et pourtant, eux ne croyaient pas en grand-chose, sinon leur fureur, qui est pas très... Mais peut-être que ça relevait du religieux, ce fanatisme-là. Oui, intéressant de se pencher aussi sur cette question et de remettre les derniers carrés les uns en face des autres pour voir un peu ce qui les rassemble. Merci Jean-Christophe Buisson. Merci infiniment. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Chers auditeurs, je vous invite à parcourir ces chapitres qui sont écrits par différents historiens et journalistes. Voilà, Jean-Christophe Buisson et Jean Sévillien ont co-dirigé l'ouvrage, mais vous y découvrirez plusieurs épisodes de l'histoire mondiale. Et puis je vous invite vraiment à dépasser la description qu'on peut faire d'habitude de la défaite pour voir si finalement il n'y a pas une victoire, ne serait-ce qu'une victoire morale qui la transcende. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens.